la rédaction d'Alliancy en présence de Thomas Vial. Thomas est le chef du service conseil et accélération des startups au sein de Business France. En cette période de sortie de crise, il était intéressant effectivement de recevoir l'Agence pour l'internationalisation de l'économie française. Alors, internationalisation, c'est un grand mot. Bonjour Thomas. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Bonjour Catherine, je vous remercie vraiment très sincèrement de m'accueillir dans vos studios qui sont magnifiques. C'est une chance de repartir sur le présentiel. Effectivement, l'internationalisation de l'économie française, c'est un grand mot et c'est incarné par Business France. Mais au-delà de Business France, c'est un projet, c'est un sujet de la Team France Export qui rassemble, qui fait réunion entre Business France, les chambres de commerce internationales et la BPI France. L'idée est d'accompagner les entreprises françaises à l'étranger, donc l'export, et aussi d'accueillir des investissements étrangers en France. Donc dans les deux sens. Dans les deux sens. D'ailleurs, vous retrouverez ça dans notre logo. Il y a deux flèches qui font que l'écosystème français se nourrit à la fois d'entreprises françaises qui sont ambitieuses pour développer leur activité à l'international, mais aussi de grands acteurs, parfois de start-up étrangères qui viennent également enrichir l'écosystème France de leur technologie et de leurs talents. Alors évidemment, 2021, c'est l'année de la relance, hein, on est bien d'accord. Vous êtes donc acteur sur ce sujet-là. Quels sont vos objectifs précis? Alors, nos objectifs précis, c'est d'accompagner le maximum d'entreprises à l'étranger, de sortir par le haut de cette crise et de moderniser également notre offre d'accompagnement. L'année 2020 et encore l'année 2021 a été une chance exceptionnelle pour redynamiser à la fois nos méthodes, mais nos outils au service des entreprises. Les outils, on a multiplié les sources d'information grâce à des fiches marchés, grâce à des webinars qui ont permis aux entreprises de tirer profit du temps où elles étaient obligées malheureusement de rester chez elles, les entrepreneurs aussi, pour les informer, pour découvrir de nouvelles destinations, pour également capter les changements de tendance en fait de ces écosystèmes, les capter le plus rapidement possible, mais également de distancialiser notre méthode de projection, c'est-à-dire de comprendre que finalement le commerce international ce n'est plus que des voyages, des visites à l'étranger, mais c'est également une autre façon d'aborder les marchés. Et beaucoup plus de préparation. De préparer à distance, ce qui permet parfois de décarboner aussi notre activité sans prendre nécessairement l'avion. Ça permet également de donner plus de liberté pour caler des coachings, du mentoring sur des périodes de la journée qui sont finalement plus accessibles pour des entrepreneurs. Je pense aussi à des entrepreneurs de la diversité qui peuvent accompagner leurs enfants le matin, voir qu'est-ce qui se passe en Amérique latine sur toute une semaine, plutôt que de concentrer 2 jours à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, sans pour autant quitter son siège en restant à Paris. C'est aussi une autre façon d'approcher des acteurs, puisqu'on va les qualifier à distance pour prioriser les destinations internationales, grâce à nos équipes qui sont, elles, restées en local, et de rythmer de façon différente la négociation. Ce qui va permettre, parfois quand vous rencontrez un acteur client de votre technologie, enfin qui peut être prospect, il va vous dire écoutez, vous devriez aussi passer par un de mes partenaires technologiques. Oui, donc d'élargir son champ d'action en fait. Exactement, d'élargir son écosystème d'action, son centre de décision. Parfois il était obligé de revenir en France, puis de repartir voir l'intégrateur, le fameux intégrateur. Aujourd'hui, tout peut se faire en ligne, en termes de préparation en tout cas. Exactement. Alors justement, en temps de crise, tout ça c'est beaucoup plus important pour faire. Il faut effectivement faire des choix, je pense. Oui. Quelles sont les zones intéressantes à creuser? Justement, alors je sais que vous avez coupé le monde en 15 grandes zones. Mais au-delà de ça, quelle est la meilleure façon d'aborder les marchés?
Alors c'est une question, grâce au distanciel, qui nous a permis également d'augmenter le périmètre pour apporter une meilleure précision. Auparavant, on partait en Amérique latine avec une destination qui était le Brésil. Vous vendiez une solution technologique de CRM, par exemple, à un grand retailer. Vos amis, votre connaissance de marché, vos partenaires vous avez indiqué « va au Brésil, tu testeras le marché ». Aujourd'hui, grâce au distanciel, je peux interroger pour le compte des entreprises des retailers argentins, des retailers colombiens, des retailers brésiliens sur une suite de verticaux éventuellement, qui vont permettre de passer de 3, 4 cibles brésiliennes à une douzaine de cibles argentines, colombiennes. Et du coup, je sais, j'allais dire attaquer, c'est un peu trivial, mais pour me rapprocher, pour pénétrer le marché latino-américain, je vais savoir que peut-être c'est le marché argentin aujourd'hui qui sort le plus vite de la crise sanitaire, puisqu'il y a un CTO, puisqu'il y a un CIO qui décide de prendre ce risque-là. Et en matière d'innovation, du coup, on repère les signaux les plus dynamiques, en fait. Exactement, et on sait où on va aussi investir éventuellement pour développer une présence. Alors, on avait également parlé de tout ce qui était les pays créateurs de tech et les pays consommateurs de tech. Justement, comment les deux sont des opportunités, mais comment on les aborde en fonction de ces stratégies? Vous avez raison, Catherine, de soulever ça, puisque à un moment donné, avec la transition numérique, c'est vrai que les acteurs, notamment grands comptes, peuvent se tourner soit vers leur écosystème local, quand l'écosystème est créateur de technologie, soit quand il n'est pas créateur de technologie, se tourner vers des partenaires au moment même où tout le monde, tout se numérise. Tout se numérise. Donc, il vient des opportunités de partout, puisque ceux qui n'ont pas de tech sont obligés de faire des choix technologiques. Et donc, la France est un des acteurs qui est à la fois open sur des technologies très deep tech qui vont répondre à des ambitions d'acteurs de pays qui sont créateurs de technologies et qui aujourd'hui ont bénéficié de la crise puisqu'on a vendu de plus en plus d'équipements, je pense notamment à l'Asie, donc qui ont des chiffres d'affaires pour lancer de beaux programmes d'innovation. Nous travaillons avec le CEA, nous travaillons avec le CNRS, nous travaillons avec d'autres centres de recherche comme l'INRIA qui sont dans un processus également de véhicule d'innovation grâce aux startups, ce qui nous permet de répondre à ces demandes, à ces ambitions, parfois même en leur disant lancez-nous des défis technologiques, on sera là pour y répondre. Et puis pour les acteurs qui sont pas créateurs, ou pour ces acteurs-là matures, donc deep tech, et pour les acteurs qui n'ont pas de technologie mais qui ont besoin d'outils technologiques pour communiquer, la France est là aussi avec des solutions. On parle beaucoup de Zoom, je parle plus volontiers parfois de Livestorm, qui est aussi une solution européenne tout à fait pertinente. Alors, toutes les entreprises sont concernées par les services que vous proposez. Quelle est l'offre pour accélérer à plusieurs vitesses que vous avez? Alors, les offres, elles sont… le premier travail de Business France, c'est justement de qualifier la demande des startups et de proposer des services sur mesure qui leur permettent de valider leur projet. 3 vitesses, on va dire. La première, c'est la visibilité. C'est notre présence sur les grands salons, c'est-à-dire sur les endroits qui regroupent le maximum de startups qui veulent être visibles et où les grands acteurs, acheteurs de tech, vont aller parce qu'ils ont des projets et donc ils viennent se sourcer. Donc il faut être présent à ce moment-là puisque les acheteurs y vont. La deuxième vitesse, c'est ce qu'on appelle des programmes d'immersion qui permettent de valider si la startup a une place. Vous aviez dit qu'on fonctionnait sur 15 zones. Eh bien, par exemple, en Amérique latine, en Afrique, c'est très important aujourd'hui puisqu'ils sont fait partie des pays qui sont en transition numérique mais qui n'ont pas toujours l'écosystème technologique qui peut répondre à leurs exigences. Au Middle East, en Sud-Est asiatique, en Océanie ou dans les pays continents comme l'Inde et la Chine ou l'Asie du Nord-Est, on va proposer des French Tech Tours qui vont permettre de se dire, voilà, tu as une technologie, tu as un business model, est-ce qu'il est adapté à cette zone-là, à l'environnement technologique, comment tu vas faire évoluer dans ces infrastructures locales ta proposition de valeur et tu vas sortir avec un feu vert ou un feu orange ou un feu rouge. Et puis il y a la troisième vitesse, c'est-à-dire que… Si le feu est vert,
Là, on accélère. Exactement. C'est-à-dire qu'on a une première référence à accélérer. La France a des scale-up aujourd'hui, donc il est fréquent que ces scale-up sont déjà dans le top 3 qui compte de ces marchés étrangers. Et l'idée, c'est de hacker, on va dire, hein, c'est un peu trivial, on va dire de gagner le plus rapidement possible des parts de marché en faisant effet de levier sur cette première référence et en disant toujours dans un périmètre, hein, pas forcément dans un écosystème national, mais dans un périmètre qui peut être Taïwan, la Corée du Sud et le Japon, en se disant voilà, tes verticaux, ce sont ces cibles-là, nous pouvons prendre cette référence pour en convaincre d'autres. D'accord. Alors évidemment, tout le monde réfléchit toujours, en tout cas dans la tech, beaucoup à l'Amérique. Est-ce que les USA aujourd'hui sont une cible? Oui, c'est un rapport renouvelé qui s'annonce bien, puisque les entreprises françaises se réintéressent avec une envie vraiment positive au marché américain. Donc de notre signal, il y a vraiment beaucoup d'intérêt, beaucoup de belles technologies. Et autour de tout ce qui était aussi la réindustrialisation du pays, donc avec des opportunités pour amener des technologies extrêmement avancées sur tout ce qui est industrie 4.0, supply chain, exactement, etc. Puisqu'au moment avec de la crise sanitaire, ça remet en cause la logistique, ça remet en cause la souveraineté nationale, qui est valable également pour l'Europe d'ailleurs, dans les deux sens, hein, parce qu'aujourd'hui tous les pays effectivement réfléchissent à ces questions-là. Comment je retrouve ma souveraineté sur un certain nombre de sujets, donc ont besoin de technologies, puisqu'évidemment veulent avoir les meilleures technologies à déployer. Les meilleures technologies, donc il y a des budgets, et dans cette recomposition de la chaîne de production, il faut quand même aussi que ça continue à interagir. Donc il y a à la fois une modernisation de l'écosystème local, tout en pensant qu'il y a une interaction, qu'il y a un besoin d'interaction de plateformes, de standards, de réseaux de télécommunications pour que États-Unis Digital parle à Chine Digital, parle à Europe Digital. Alors le Brexit également, alors là c'est dans l'autre sens, du coup c'est une opportunité pour la France? Nous on le prend comme une opportunité définitivement. Qui a peut-être été un peu ralenti du fait de la crise Covid. Puisqu'il y a une modification de périmètre digital, donc il y a des gens qui vont être dans l'Europe digitale et des gens qui vont être en dehors de l'Europe digitale. Là-dessus, l'Irlande, certainement, est un écosystème à bien regarder, qui est déjà hub digital anglo-saxon avec l'Europe. Donc c'est une première opportunité pour les entreprises françaises de se rapprocher de l'Angleterre. Oui. D'acteurs irlandais pour parler à l'Angleterre. Et en même temps, c'est vrai que le continent digital représente aussi des opportunités, certainement, pour des startups aussi de revenir. On le constate dans le domaine financier qui est très lié à la tech, à la gestion des risques par les éditeurs de logiciels. Et sans doute, ça doit. Enfin, nous, on voit que c'est une opportunité également d'attractivité, voire de financement aussi, d'ailleurs. Alors, une entreprise intéressée évidemment par les marchés export, qu'est-ce qui lui est proposé dans le cadre du plan Relance Export? D'abord, la méthodologie de Business France, c'est toujours de répondre à ses clients. C'est qu'on écoute, grâce à la Team France Export et aux chambres de commerce et d'industrie en France, il émerge un conseiller qui va vous écouter et qui va comprendre votre technologie. Donc, on personnalise la réponse. On personnalise la réponse, on écoute, on comprend et on personnalise la réponse. Sort un cahier des charges qui se nourrit en général de toute notre corpus d'informations gratuit, hein, sur 1600 fiches de marché sur la plateforme Team France Export. D'ailleurs, j'invite toutes les entreprises à aller sur la plateforme Team France Export. Il y a aussi des documents spéciaux pour les startups à travers des écosystèmes Welcome Guide qu'on a co-rédigé avec les communautés French Tech à l'étranger et les services de l'État du ministère de l'Économie et des Finances, qui sont maintenant au nombre d'une trentaine, qui permettent donc de qualifier l'intérêt sans se projeter. Projection qui fait l'objet de chèques précis pour aider les entreprises à finalement prendre cette relance le plus vite possible avec des incentives. Hein. On est tous un peu pareil. S'il y a des incentives, on se donne moins de contraintes et moins de freins à y aller. L'idée étant aussi d'amener de plus en plus de volontaires internationaux. Les VIE. Les VIE, merci Catherine, pour que
que finalement cette relance et cet effort, cet élan de French Tech puisse apporter de la technophilie assez jeune et qu'ils voient non seulement de la technophilie, mais également les opportunités commerciales à l'étranger pour qu'ils puissent eux-mêmes, à leur tour, enrichir l'écosystème étranger qui les accueille. On parle d'innovation, donc on n'est pas seulement sur une logique d'export, on n'est pas seulement sur une logique commerciale, on est bien sur une logique d'enrichissement des écosystèmes locaux étrangers pour les optimiser. Et créateurs d'emplois d'ailleurs aussi. Aujourd'hui, il y a 7000 VIE en poste dans 110 pays dans le monde. Il y a 2000 offres à pourvoir effectivement sur votre plateforme, donc allez-y, n'hésitez pas à regarder. Et puis donc, vous donnez des chèques, donc autant mieux se faire aider si on a des espoirs à l'export aujourd'hui. Voilà, écoutez, merci de nous avoir écoutés, merci Thomas. Merci Catherine, très sincèrement. Et à bientôt. À très bientôt.